La pandémie du coronavirus a mis en berne la plupart des économies du monde. Le Togo n'est pas exempt. Selon des prévisions revues à la baisse, le taux de croissance a chuté de plus de 4 points. Dans ce contexte, comment on relance l'économie? Quel mécanisme utiliser? Nous allons tenter de comprendre ce sujet, voir des pistes avec notre invité, acteur politique, député de son État, Innocent Kagbara, président du Parti démocratique panafricain. Innocent Kagbara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel Ingawi. Merci d'être notre invité. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Et je dis également bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Avant d'entrer dans le fond du sujet qui nous réunit, je voudrais qu'on fasse quelques digressions. D'abord, parlons d'activité parlementaire. Vous êtes retourné sur les bancs de l'hémicycle et de nombreux dossiers vous attendent. État d'esprit pour le travail? Nous sommes très confiants après 2 mois de pause. Donc nous avons repris le travail parlementaire, le fait de commissions, d'études de dossiers et puis de plénières. Donc nous avons déjà fait une plénière. Nous avons des dossiers qui nous attendent, tels que le nouveau code du travail. Oui. Et donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme, puisque nous sommes élus pour servir les Togolais. Et c'est ce que nous faisons. Je tiens à souligner que cette législature peut-être va rentrer dans l'histoire à la fin de la législature. Il va falloir qu'on fasse le bilan à la fin de notre législature pour voir. Parce qu'au niveau des tests, on avait besoin d'un toilettage un peu de notre vie politique et constitutionnelle. Nous l'avons fait. Là, actuellement, nous sommes en train de faire des réformes sur le plan de la société et de l'économie. Donc je pense que cette législature va rentrer dans l'histoire quand nous allons faire le bilan. Alors, pour votre reprise, vous êtes rapidement penché sur la loi sur la biométrie. C'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde et ça fait partie des reproches qu'on fait à votre législature qui n'est pas si différente de toutes les autres. Vous allez étudier les tests, vous les votez sans que les populations ne soient au courant. Pourquoi ? Non, je pense qu'il y a un petit problème de communication qu'il faut que le gouvernement... Un gros problème, vous voulez dire? Peut-être un gros problème, ça c'est vous qui le dites, hein. Je vous laisse la paternité de votre propos. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis député à l'Assemblée nationale. Quand les tests viennent, nous les étudions en commission, si vous faites partie de la commission, et nous nous retrouvons en plénière. Moi, je n'étais pas dans cette commission qui a étudié la loi sur la biométrie. Mais de vous à moi, quand vous faites partie de l'opposition, vous vous opposez au Parlement. Un test qui est bon pour le pays. Mais maintenant, on reproche beaucoup de choses à ce gouvernement. Donc, c'est l'usage que le gouvernement fera de cette arme que nous avons mis à sa disposition. C'est de ça qu'il est question. Sinon, dans le fond, quand vous voyez dans le fond, est-ce que c'est une mauvaise chose, ce que nous avons fait? Parce que nous n'avons pas, il n'y a pas de base. L'État n'a pas de statistiques fiables, on n'a pas un fichier sur lequel nous pouvons nous baser. Peut-être le service des passeports a son fichier, la Caisse nationale de sécurité sociale a son fichier, l'OTR a son fichier, au niveau de la carte d'identité, ils ont leur fichier, le fichier électoral aussi. Il y avait un désordre qu'il fallait organiser. En plus, ça ne coûte rien aux contribuables puisque c'est un financement de la Banque mondiale. Donc, nous avons eu les explications avec Madame la ministre Sina qui nous ont convaincus. C'est pour ça que nous avons voté favorablement à ce projet. Est-ce que vous avez quand même eu des débats? Est-ce que vous avez soulevé des inquiétudes? Si nous avons eu des débats, si vous étiez dans la salle, les journalistes qui ont participé, ils savent très bien que le président du groupe Net PDP, l'honorable Jerry, a soulevé quelques inquiétudes. Non seulement en plénière, mais en commission. Et nous avons eu les garanties ou les assurances du gouvernement. Donc je pense que j'ai suivi un peu vos plateaux, un peu les débats. Il y en a qui disent que ça peut être utilisé pour fliquer les gens, mais on n'a pas besoin. Prendre votre nom, votre prénom, votre situation matrimoniale, et puis voir dans quel secteur d'activité tout le monde connaît tout le monde à Lomé. Est-ce qu'on a besoin de ça pour savoir qui vous êtes et ce que vous faites? Mais au-delà de ça, vous aviez eu, en tout cas ceux qui l'ont étudié, ils ont eu le test sur leur table, même avant les vacances parlementaires. Parce que le problème qui se pose, les populations sont toujours surprises. On découvre que vous avez adopté tel test, alors qu'en amont, il n'y avait eu aucun débat, que ce soit dans l'opinion, sur les médias, pour que les gens soient préparés à cela. Oui, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on se trompe de rôle. Nous, au niveau de l'opposition parlementaire, nous jouons notre rôle. Nous critiquons, nous faisons des améliorations par rapport aux tests qui nous sont envoyés, et si possible, nous les votons.
Maintenant, il revient à ceux qui ont initié ce projet de communiquer autour de ça. Il revient d'abord au gouvernement et ensuite à nous députés d'aller défendre si nous sommes pour ou contre. Donc le débat, peut-être qu'il faut changer notre façon de faire les choses et lancer un débat national quand il y a un sujet essentiel, un sujet qui concerne la vie de tout le monde et qui peut, si on ne communique pas là-dessus, qui peut donner l'impression que c'est à dessein qu'on le fait. Donc, je pense que c'est au niveau du gouvernement qu'il faut faire un effort de communication sur des questions aussi, disons, qui peuvent prêter à interprétation. Hein? Il faut ouvrir un débat national sur ces questions avant que le projet, ou bien parallèlement, quand la procédure parlementaire suit son cours, il faut lancer un débat national. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais vous, députés, vous savez aussi que vous rendez compte à votre base, puisque vous êtes des représentants du peuple là-bas, c'est parce qu'on ne peut pas mettre tout le pays au Parlement qu'on en délègue un certain nombre qui représentent ce peuple. Et donc, lorsqu'il y a ce genre de situation, vous êtes obligé d'expliquer aux gens nous avons voté ceci, maintenant vous endossez cette responsabilité. Vous l'avez adopté. Pourquoi vous l'avez adopté? Qu'est-ce que cela recouvre? C'est ce qu'on demande aussi de vous. Et ce qu'on n'a pas, malheureusement. Non, là, on a adopté le test et puis c'est motus bouche cousue. Non, nous le faisons. Au niveau du NET-PDP, nous communiquons. Oui. Nous communiquons. L'honorable Tama communique, moi-même je communique. Oui. Et puis vous avez vu, j'ai fait un tweet sur ma page. Oui, nous communiquons. Mais le reproche, il est toujours là. Parce que vous communiquez toujours post-loi. Ce n'est pas nous qui avons initié le test, monsieur. Oui, mais c'est vous, député, c'est vous qui donnez l'aval à ces tests-là. Oui, mais nous sommes d'accord que c'est au niveau du gouvernement. On ne va pas attendre que si la leçon vienne communiquer. C'est au niveau du gouvernement qu'il faut lancer un débat national. Ce n'est pas à notre niveau, en tant que Parti démocratique panafricain, ce n'est pas notre responsabilité. C'est au niveau national, c'est au niveau des dirigeants qu'il faut lancer un débat sur des questions aussi sensibles. On est d'accord? Ça veut dire que si eux ne le font pas, vous, députés, vous ne pouvez pas le faire. Non, on peut se saisir du débat. Vous n'avez pas l'impression de souffrir d'un problème de légitimité si vous ne le faites pas comme ça? Non, ceux qui étaient là avant nous, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? On veut que vous corrigiez les choses. Non, vous savez, il faut situer. Nous jouons notre rôle. L'honorable Tama et moi, nous jouons notre rôle au Parlement. Ça, on ne vous le reproche pas. Maintenant, c'est de la communication. Parce que le Parlement, ça ressemble à cette institution qui représente finalement le peuple. Donnez-moi 5 députés au niveau du Parlement togolais qui communiquent. Donnez-moi le nom de 5 députés. S'il y a une palme de communication. Non, donnez-moi 5 députés. Oui, si vous prenez les 5. Vous avez la palme de la communication. Oui, si vous prenez les 5, parmi les 5, je suis sûr qu'il y a le député Sénat Lipui, le député Djiritama et le député Innocent Kapara. Donc nous faisons un effort de communication. C'est pour ça que je suis sur votre plateau. Et c'est pour ça que je débat par rapport à ce sujet. Donc il revient aux autres également de nous emboîter le pas et de communiquer. Oui, donc ça, ce n'est pas notre... C'est vous que nous on a devant nous, donc on est obligé de poser le problème. Non, je suis parfaitement d'accord qu'il y a un déficit de communication. Mais qui doit communiquer, c'est au niveau du gouvernement. C'est eux qui ont introduit la proposition, le projet de loi. Si moi je fais une proposition de loi, je viendrai communiquer là-dessus. Mais maintenant, sur des questions aussi essentielles, je pense qu'il faut ouvrir un débat. Il faut ouvrir un débat national. Ça se fait dans d'autres pays, hein. Ça se fait dans d'autres pays, on ouvre un débat national, des fois on corrige avant que ça ne passe au Parlement. Mais maintenant, si ils sont en plus majoritaires, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, il ne faut pas que les gens disent que c'est parce que cette législature est ci et ça qu'on vote. Non, même s'ils sont là, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont déjà la majorité. S'ils veulent passer, ils passeront. Donc nous cherchons à comprendre pour qu'on puisse corriger avant que cela ne vienne en plénière. C'est pour ça en plénière, on cherche à poser quelques questions d'éclaircissement, mais le travail a été déjà fait préalablement en commission. C'est aussi un aveu de faiblesse que vous faites. La minorité, elle ne peut rien. Non, mais pourquoi vous avez choisi cette démocratie? Pourquoi vous avez choisi la démocratie? Il y a la majorité qui gouverne et la minorité qui s'oppose. Un point trait. C'est comme ça fonctionne. Un autre point de la vie nationale, c'est aussi la politique. Quand vous regardez depuis la présidentielle, vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a plus rien, politiquement parlant? Non, il y a une petite trêve. Et puis, il faut comprendre que le coronavirus nous a mis un peu en difficulté. Vous comprenez qu'il faut que nous puissions, disons, avoir un consensus national sur cette question, que nous puissions la mettre en priorité. Après, les débats vont reprendre. Rassurez-vous, d'ici 2023, il y aura encore des joutes, il y aura encore d'autres sujets. Donc, vous anticipez ce que j'allais dire. Ça fait aussi partie du reproche qu'on fait à la classe politique au Togo. Les débats ne s'animent que à l'approche des joutes électorales. Non, pas forcément, mais il faut qu'il y ait un sujet.
S'il n'y a pas de sujet, Mais nous, on joue vous pouvez aussi susciter le débat. Moi, j'ai introduit une proposition de loi au Parlement. On a débattu pas assez là-dessus, mais je pense que ça peut faire l'objet également d'un débat. Il y a d'autres sujets. Et je reviens régulièrement sur des questions, par exemple, sur... disons, le marketing de réseau. Oui. Hier, donc, l'honorable Diri et moi, je pense que nous suscitons assez de débats. Hein, on n'attend pas les élections. Il y en a qui attendent les élections. La plupart. Qui sont spécialistes de cette façon de faire. Je pense que nous, ce n'est pas ce qui nous caractérise. Hein. Et c'est pour ça que nous préférons qu'on parle d'un homme politique que de parler d'opposants, de ci, de ça. Non, nous, vous savez, nous sommes là pour servir la nation. Et quand il y a un sujet d'actualité ou un débat, on n'hésite pas. Alors, revenons maintenant à notre sujet, relance économique. Selon le ministre de l'économie et des finances, le taux de croissance a été revu à la baisse. On a perdu plus de 4 points. On se trouve actuellement autour de 1,34% de croissance. C'est mauvais signe, ça. Oui, c'est mauvais signe, mais c'est la conséquence directe de l'impact socio-économique du coronavirus. Il ne peut en être autrement. Et je pense que nous avons bien résisté, mais maintenant, je pense qu'il faut mettre en place rapidement un nouveau gouvernement, qu'il fasse sa politique, une déclaration de politique générale, pour qu'on voit qu'est-ce qu'il met là-dedans, quelles sont les réformes qu'ils vont apporter au niveau économique et quelles sont ses ambitions. C'est ça qui nous permettra de dire, bon voilà, si nous sommes sur une bonne lancée, est-ce que nous pourrons, parce que les conséquences... C'est normal, moi ça ne m'étonne pas, puisque je suis passé sur vos plateaux et je l'avais dit. Oui. Mais je l'avais dit. Mais maintenant, quelles sont les mesures que nous allons prendre? Je pense que nous avons assez bien réagi par rapport à cette pandémie. Mais maintenant, le futur, il y a lieu de s'inquiéter un peu. Vous pensez aussi... Quand vous voyez même la rentrée scolaire prochaine, quand on vous demande, j'ai vu une circulaire qui demande de mettre 15 dans les salles de classe à Tchakpanga. Il n'y a pas d'infrastructure. Comment vous allez mettre 15? Vous n'avez pas d'enseignants. Est-ce que vous allez recruter les enseignants en 2 mois? Est-ce que vous allez construire les salles de classe en 2 mois? Le coronavirus nous pose un problème véritable où il faut se réinventer dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité, sinon nous allons disparaître. Donc il faut réfléchir, il faut imaginer des solutions novatrices, il faut créer. Finalement, on en faisait un débat ici hier à propos du PND, par exemple, qui est notre référentiel en termes de notre développement. Oui. On débattait sur ce que disait le professeur Kakono Bopo, qu'il faut repenser le PND en fonction des changements qu'il y a eu. Mais ça, c'est clair, Et on a eu l'impression comme si ce PND avait été construit sans tenir compte de tout ce qu'il y a comme scénario pessimiste. Les chocs exogènes que le monde, que l'économie peut subir. On ne pouvait pas prévoir cette pandémie. Oui, on n'aurait pas pu prévoir la pandémie, mais prévoir des situations de choc qui allaient remettre en cause tous les plans optimistes. On est parti sur de l'optimisme, croissance à 5%, à 7%, ça ne se décrète pas. Oui, je vous l'avoue. Mais ce qui est important pour moi, c'est que nous puissions continuer sur notre lancée, faire des réformes au niveau du climat des affaires. C'est important pour moi. Les réformes structurelles, nous devons les faire. Et puis la bonne gestion. Quand un fonctionnaire de l'État déconne, on le renvoie. Comme ce qui s'est passé hier. Non, ça n'a pas de rapport par rapport à ce qui s'est passé. Je ne sais même pas ce qui s'est passé hier. C'est au niveau de l'exemplarité. Parce que j'espère qu'au niveau du prochain gouvernement, ça sera... nous allons respecter les principes que nous nous donnons en termes de bonne gouvernance. Déclaration des biens, politique générale, que tous les fonctionnaires de l'État puissent servir l'État et ne pas se servir. C'est très important. Avec le minimum que nous avons, avec cette histoire, le défi que nous pose cette pandémie, je pense que si nous gérons bien nos ressources, nous pouvons nous en sortir. Si nous gérons bien nos ressources. Et il ne faut pas que nous importons les solutions venues d'ailleurs. Vous avez vu le Bénin à côté de certains pays. Il faut que nous adaptons nos solutions à notre environnement direct. Comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement aujourd'hui? Très concrètement, moi, vous vous rappelez quand la pandémie est arrivée, moi j'ai dit, on ne peut pas confiner nos pays. Oui. Même le couvre-feu, j'ai dit qu'on pouvait le faire de 22h jusqu'à 5h du matin. Il y a un certain nombre de mesures que pas mal de pays ont eu à prendre. C'est pas adapté. Mais où est-ce que vous allez trouver les ressources pour financer votre économie? C'est impossible dans le contexte africain.
imposer le port systématique du masque, prendre un certain nombre de dispositions et puis injecter de l'argent dans l'économie. Oui. Quand vous voyez le secteur aéroportuaire, il est sinistré, complètement sinistré. Ça reprend timidement. Ça reprend timidement, mais un hôtel qui avait peut-être, je ne sais pas, 70 employés qui sont sur le carreau, mais qu'est-ce que vous voulez que le gars fasse? Au niveau des écoles, les promoteurs d'écoles, parce que c'est les deux secteurs qui, d'ici un mois, si ces deux secteurs se portent mal, ça craint. Ça craint, oui. Ça craint. Donc, au niveau de l'État, qu'est-ce qui est fait? Moi, je ne peux pas te dire. Bon, c'est peut-être au niveau de la loi de finances, quand ça va venir, que nous saurons quelles sont les priorités de l'État, quelles sont les mesures. Mais vous, hein, je sais que... Ce que nous préconisons, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce que nous préconisons, c'est qu'il y ait un véritable plan Marshall et qu'on injecte de l'argent dans l'économie. Il y a des secteurs qu'il faut aider. Mais l'État, c'est vrai, plan Marshall, mais l'État lui-même manque d'argent aujourd'hui. Parce que vous avez vu tous ces allègements fiscaux et autres, ça fait que oui, l'État c'est vrai qu'il y a un n'a manque à gagner au niveau de Oui. l'État, ce qui ne permet pas. Je me pose même des questions sur la prochaine loi de finances. Où est-ce qu'on va trouver les ressources? Oui, mais au même moment, je pense qu'il y a des secteurs qui sont prioritaires, il faut, malgré qu'il y ait aménagement des ressources, il faut injecter de l'argent. Si l'État n'injecte pas de l'argent, les conséquences seront plus terribles. Parce qu'au niveau des très petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas de trésorerie. Oui. Où est-ce que vous voulez que quelqu'un qui n'arrive même pas à payer son loyer, qui a 5 employés, qui a 10 employés, où est-ce que vous voulez qu'il trouve de l'argent pour relancer la machine? S'il va même faire un emprunt bancaire, on dit qu'il faut aller prendre 10 millions, on dit qu'il faut aller prendre... Mais comment il va payer ça? Même si on lui donne un différé de 3 à 6 mois. Il y en a qui pourront. Il y en a qui ne pourront pas. Maintenant... Il revient à l'économie. Vous savez, moi, le ministre Sani Yahya, c'est quelqu'un de très compétent. Je pense qu'ils auront à réfléchir. Hein. Il y a les conseils du Premier ministre et puis le ministre de l'économie et des finances qui sont en train de réfléchir à l'ensemble des scénarios. C'est pas maintenant qu'il faut proposer, parce que vous voyez, tous les pays développés, on propose des plans de relance. Mais là, on sent un silence et il y a rien qui est mis sur la table. On va nous dire qu'ils sont en train de le faire dans leur laboratoire et tout. Mais on a envie de savoir comment le gouvernement compte relancer les activités. Attendons de voir. Je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter quand même. Ce n'est pas dû à un individu, mais c'est dû au contexte. En fait. Donc, ce n'est pas un problème togolais, c'est un problème que tous les pays vivent. Donc, est-ce qu'il y aura des priorités? Est-ce qu'on va orienter? Est-ce qu'on va mettre l'accent sur la fiscalité? Il faudra forcément réorienter. Hein. Est-ce qu'on va augmenter les impôts? Ça va être suicidaire. Financer? Ça va être suicidaire. Ça sera suicidaire. Moi, j'écoutais au niveau de la France, ils ont exclu carrément l'augmentation des impôts. Hein. Ils ont dit que ce soit l'impôt sur les personnes physiques ou les entreprises, ils ont exclu ça. Mais où est-ce qu'ils vont trouver les ressources? Moi, c'est la question que je Il faut peut-être, ce que préconise un certain nombre de sommités au niveau de la France, c'est réduire le train de vie de l'État. Ça peut générer des économies aussi. Ça peut générer des économies, mais il revient aux spécialistes de nous dire combien. Parce que pour financer notre économie, peut-être, ce n'est pas une question de 2, 3, 4, 5, 6 milliards. Hein. Oui. C'est peut-être plus. Au niveau de la bonne gouvernance, je pense que le Covid nous donne l'occasion de pouvoir appliquer la bonne gouvernance. Il y a pas mal de choses ici qu'on peut améliorer. Et ça ne va pas. Tout le monde le sait que ça ne va pas. Tout le monde sait que ça ne va pas. Parce qu'il y a de la gabégie, il y a un certain nombre de choses. Il faut qu'on corrige ses habitudes. Aller à l'essentiel, faire des économies et financer le social, financer quelques pans de l'économie qui sont en difficulté. Résumons ça comme ça. C'est pas la peine d'aller dans des théories qui ne nous apportent du tout rien. Combien nous avons? Est-ce que nous devons augmenter les impôts? Sinon, où est-ce que nous devons trouver les ressources? Parce qu'il faut les retrouver quelque part. Les ressources, nous devons les trouver parce bien sûr. Cette pandémie a créé plus de besoins. Donc, comment faire l'adéquation entre les ressources qui sont en diminution et les besoins qui sont en augmentation? Donc, ça sera... si on prend par exemple le scénario d'augmenter les impôts, vous voyez en filigrane la grogne sociale qui va suivre. Ben oui. Oui. Je pense que... À tous les coups, on a l'impression que c'est... Ça sera réellement compliqué. Il revient au gouvernement. C'est pour ça que je vous dis, ça dépendra de la politique du nouveau Premier ministre et puis de la politique du nouveau chef de l'État qui est élu, même si c'est l'ancien qui continue. C'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que ce sera très difficile qu'on puisse répondre à leur place. Mais il faut forcément aujourd'hui aussi passer par la case nouveau gouvernement pour espérer avoir de nouvelles idées de relance.
Je pense. Vous avez un Premier ministre qui est géographe Je de pense formation, oui, qui je n'est pense pas oui. économiste, donc Si on c'est fait le pas son choix d'un domaine. politicien, je ne sais pas. Si on fait le choix C'est d'un pas technicien, dans la situation si on fait le actuelle. choix d'un technicien, peut-être. Dans la situation actuelle, il faut un technocrate, forcément. Économiste. Il revient au chef de l'État de voir ce qu'il veut faire. Un Kakunou Bouko, par exemple, Oui, sans lui mais- faire de la mais publicité. vous bien savez, sûr. un Premier ministre, c'est pas... Vous savez, la politique, c'est autre chose. Si Oui, mais vous là, le- on n'est plus si- dans un contexte de faire de la politique, on est dans un contexte de Oui, mais relancer les ministres- l'économie. Les ministres que vous allez nommer, ils doivent avoir des relations. Vous devez avoir une relation avec eux, avec le parti qui vous a nommé. Parce que si vous n'êtes pas du parti, ça sera très difficile que vous appliquiez votre politique. Bien sûr. Si vous n'êtes pas Bien du parti sûr. au pouvoir. À chaque fois qu'on est parti coopter un technicien de l'extérieur, vous avez vu comment ça finit. Il a été rejeté de l'intérieur, Voilà. mais on n'est plus à ça aujourd'hui. Oui, c'est On pour est- ça que je vous dis, c'est très difficile. Nous pouvons esquisser des scénarios ici, on peut dire, mais ça dépendra du nouveau, ça dépendra de ce que ce chef de l'État veut. Ça dépend du nouveau Premier ministre aussi qu'il va nommer. Comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est un politicien, est-ce que c'est un technicien? Et quels sont les choix qu'ils vont faire? C'est au niveau de la déclaration de leur politique générale qu'on pourra dire, là, si vous m'invitez sur le plateau, je peux vous dire, voilà. Là, nous pourrons critiquer le choix des investissements, des options. Est-ce qu'il faut alléger ci pour augmenter ça? Est-ce qu'il faut plus investir dans les infrastructures ou bien dans le social? Parce que moi, je ne sais pas. Ça dépendra de la politique qu'ils voudront mettre en œuvre. Mais vous avez quand même une idée. Vous savez quels sont les secteurs à prioriser aujourd'hui? Je pense qu'il y a le secteur de l'éducation. Le secteur de l'éducation, il est prioritaire. Le secteur de la santé aussi. Il faut maintenir le niveau des investissements que nous avons parce que ça nous a permis, cette histoire de coronavirus nous a permis de faire des investissements parce que ce secteur a véritablement besoin des investissements. Et comme moi, je vous l'ai dit, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, ma priorité, c'était l'éducation et la santé. Oui. Les infrastructures, je pense qu'il y a de l'amélioration. Donc, on n'a pas besoin. Nous sommes un tout petit pays. Mais vous vous rappelez les années 80 avec les programmes d'ajustement structurel, ce qu'on nous disait, c'est que santé et éducation, c'est pas productif. Ça absorbe, Mais nous ça ne avons les produit pas PPP. immédiatement. Nous avons le partenariat Partenariat public-privé. Par exemple, sur le tronçon Todman-Balimé, c'est un PPP. Oui. C'est un PPP. L'État n'a déboursé que 9 milliards. C'est le promoteur qui est venu avec sa capacité financière, qui est parti négocier avec ses banques et qui se fera rembourser à travers le système de péage qu'ils vont mettre en place. Oui. Donc, je pense que nous pouvons évoluer à travers ce système pour faire des infrastructures. Parce que les infrastructures aussi, ça participe à la propre croissance. On ne peut pas dire on a fait assez de routes, on a fait assez, donc il faut qu'on arrête pendant 5-10 ans. Non, il faut les renouveler, il faut les entretenir et puis il faut investir dans d'autres villes qui manquaient d'infrastructures. Donc c'est continuel, c'est permanent, ça doit être constant. Relancer l'éducation. Côté éducation, bientôt la rentrée, vous connaissez également très bien ce domaine. Les priorités actuelles, c'est quoi? Il faut discuter avec l'ensemble des acteurs, surtout le secteur privé. Le secteur public, je pense qu'il y a un manque criard d'infrastructures. Est-ce qu'en 2 mois, est-ce qu'on peut construire les infrastructures vu qu'on n'a pas de ressources? Moi, c'est des questions que je me pose. Maintenant, avec la distanciation sociale, combien de personnes est-ce qu'il faut mettre dans les salles de classe? C'est la question qu'il faut se poser. Je sais que les cours ont repris en France et aux États-Unis, dans certains pays, par exemple le Canada, où il y a un système hybride. Il y a des semaines où les enfants sont à la maison, il y a des semaines où ils sont en présentiel. On a fait 2 groupes pour respecter la distanciation. Il y a des matières qu'ils font en ligne, mais nous n'avons pas ces infrastructures, nous n'avons pas cette technologie ici. Donc comment ça va se passer? C'est un gros défi. Et ça nous concerne tous. C'est pas le lieu de jeter l'opprobre au gouvernement togolais pour dire non, ça nous concerne tous. Si ça ne va pas, c'est tout le monde qui en pâtira. Donc je pense qu'il y a un sérieux défi là-bas. Il faut discuter avec l'ensemble des acteurs, voir un peu au niveau des ressources de l'État, où est-ce qu'on peut injecter un peu de ressources pour maintenir le niveau qu'on avait. Parce que si on ne le fait pas, parce que si l'État ne vient pas en aide au secteur privé, il va se poser un problème. Parce que je vous donne un exemple. Celui qui était ici, dans vos locaux, dans vos environs ici, disons dans vos environs, et qui avait 6 salles de classe, du CP1 jusqu'au CM2. On lui a dit de reprendre seulement les cours de CM2, et puis les enfants sont partis au CPD. Ce n'est même pas sûr que les enfants de CP1 jusqu'au CE1, non, CM1, qu'ils aient pu payer même leurs frais de scolarité. On est d'accord? C'est même pas évident que les enseignants aient été payés, le personnel a été payé. Comment voulez-vous qu'ils reprennent les cours l'année prochaine? Et si vous lui dites, au lieu de 30, de mettre 15 dans les salles de classe,
son affaire n'est plus rentable. Peut-être passer à 2 groupes, matin et soir. Qui paie les enseignants? Vous augmentez ses charges? C'est pas évident qu'il ait plus de ressources. Qui paye? C'est un défi. À tous les coups, la relance va être compliquée. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué, hein. Que ce soit nous, que ce soit un autre qui soit à la place du ministre de l'économie et des finances, du ministre des enseignements primaires et secondaires, du premier ministre ou du chef d'État, c'est très compliqué parce qu'il faut faire des choix. Il faut arbitrer. Ça sera très compliqué. Mais comme je le dis, trouvons des solutions africaines. C'est pas la peine d'appliquer des solutions qui ont été faites ailleurs, sachant que très bien que ces pays sont des pays développés et qu'ils ont les moyens d'injecter 200 milliards dans leur économie. Nous, on n'a pas ces moyens. Donc, rationaliser la bonne gouvernance. Il ne faut pas que les fonctionnaires de l'État s'amusent avec l'argent de l'État, alors que nous avons besoin de cet argent. Bah, s'ils voient au sommet de l'État des gens qui s'amusent avec l'argent, pourquoi ils n'en feront pas autant? C'est ça aussi. Il faut de l'exemplarité aujourd'hui. C'est ce que je dis, l'exemplarité. Vous avez voté une loi sur la déclaration de patrimoine. Très peu se sont exécutés. Ça va se faire. Il y a un délai pour le faire. Il revient au pouvoir public de faire en sorte que cette loi soit respectée. Je pense que le chef de l'État a pris l'engagement devant le Parlement. Lui-même d'abord. C'est pas très compliqué. Le chef de l'État, il a pris l'engagement. Il lui revient de faire respecter cette loi. Innocent Kagbara, un dernier mot? C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Je tiens à dire bonjour à tous mes compatriotes. Je pense que cette pandémie de coronavirus est en train de nous éprouver, mais il va falloir que nous puissions être créatifs pour sortir des solutions idoines afin de pouvoir relancer notre économie, afin de pouvoir nous faire confiance et pour pouvoir redonner espoir à nos compatriotes. Je vous remercie. Merci d'être passé répondre à nos questions. La pause, le journal Regard croisé.